Merci beaucoup. Merci beaucoup à Augustin Fragnard de m'avoir invité et bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse d'être avec vous et je suis désolée de vous faire cette présentation en visio et de ne pas avoir pu venir aujourd'hui. Je voudrais vous parler de voilà, cet avis que nous avons fait au comité d'éthique du CNRS. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler un tout petit peu mieux qui je suis suite à ce que vient d'expliquer Augustin Fragnard. Avec mon équipe de recherche, on s'intéresse aux mouches drosophiles et on essaye de reconstituer la génétique de l'évolution, les mutations qui sont apparues au cours de l'évolution. Et en parallèle de ce travail de recherche et d'enseignement à l'école polytechnique, j'ai différentes activités en dehors du laboratoire, donc des activités qui peuvent être sur les réseaux sociaux, mais aussi en donnant des conférences dans différents endroits, en signant des tribunes ou des lettres ouvertes et en réalisant d'autres actions. Et ces actions sont sur toute une échelle qui peut aller de la communication des résultats scientifiques qui peut aller de ce qu'on appelle outreach en anglais jusqu'à advocacy où on va signer des tribunes voilà, engager, enfin, donner sa position voilà, donner ses avis sur des actions à mener ou à ne pas mener. Dans mon cas, ça va être plutôt sur voilà, comment se comporter pendant la pandémie de Covid-19, quelles recherches faire sur mieux comprendre l'origine de ce virus et aussi tout ce qui est biotechnologie, et en particulier la biotechnologie qui s'appelle forçage génétique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter cet avis 44 qui a été publié en juin de l'année dernière par le comité d'éthique du CNRS et qui s'intitule Entre liberté et responsabilité, l'engagement public des chercheurs et chercheuses. Pour commencer, je voudrais juste te rappeler un petit peu ce qu'est le CNRS. C'est le Centre national de la recherche scientifique. C'est un organisme public de recherche qui a été créé en France en 1939 et qui comprend plus de 16 000 chercheurs et chercheuses et également plus de 16 000 ingénieurs et techniciens. Ces personnes de recherche sont dans des laboratoires majoritairement en France, mais aussi à l'étranger, dans plus de 1000 laboratoires. Et ce personnel de la recherche couvre tous les domaines scientifiques, biologie, chimie, écologie, hommes et société, ingénierie des systèmes, mathématiques, nucléaire, physique, sciences de l'information, terre et univers. Voilà, ces personnels de la recherche sont employés dans différents instituts. Souvent, ce sont des unités mixtes de recherche qui sont à la fois CNRS et université. Et au CNRS, un comité d'éthique a été créé il y a 30 ans, qui s'appelle le COMETS. Il est composé actuellement de 16 scientifiques employés par le CNRS de diverses disciplines. Et c'est une instance de réflexion qui accompagne l'institution du CNRS et qui permet d'attirer l'attention des personnels de recherche et de direction sur les dimensions éthiques et sociétales de la recherche. Voilà, donc on a des réunions environ tous les mois et on va se concentrer sur certains sujets. Et depuis sa création, 45 documents qui s'appellent des avis ou opinions en anglais ont été publiés. Tous ces documents sont disponibles sur le site du COMETS et aujourd'hui, ces documents sont traduits aussi en anglais. Donc on a la version française et la version anglaise. Pour la rédaction de ces avis, on va également consulter différents experts et depuis sa création, plus de 250 experts ont été consultés sur différentes questions. En ce qui concerne l'avis que je vais vous présenter maintenant, c'est une autosaisine du COMETS qui a été réalisée en octobre 2021. Dans certains cas, on a la direction du CNRS qui va nous poser une question et on va réfléchir sur des questions particulières. Et dans d'autres cas, comme le cas présent, là, c'était vraiment un questionnement qui est venu de certaines personnes membres du COMETS de s'intéresser à cet engagement public des chercheurs. Cet engagement existe depuis toujours dans le monde de la recherche, mais il est renouvelé aujourd'hui avec ce qui s'est passé au moment de la pandémie, mais également les réseaux sociaux et aussi ce désir dans le monde de la recherche de s'impliquer plus dans les problèmes de société. On a réalisé différents débats en séance plénière. On avait aussi un groupe de travail de quelques personnes du COMETS. Éric Guillardi, qui est climatologue, et moi-même ont été les rapporteurs de ce document. Et les autres membres étaient Gilles Ada, Mathias Girel, Ruth Horn
Olivier Leclerc et Christine Noiville, la présidente du COMES. Nous avons également auditionné en séance plénière et en groupe de travail de nombreux experts. Et ensuite, le document auquel nous avons abouti a été adopté en séance plénière par l'ensemble du COMEX le 23 juin 2023. Donc, ce que je voudrais rappeler ici, c'est que ce document, il a juste été établi par ces 16 personnes. Et le COMEX, c'est une instance qui est indépendante du CNRS. Donc, ces conclusions n'engagent que le COMEX et n'engagent pas l'institution entière telle que le CNRS. Donc, une grande partie de notre travail a constitué à définir ce qu'était l'engagement. Et donc, Augustin Freignard nous a rappelé certaines définitions importantes. Et nous, pour vraiment savoir en fait ce sur quoi on voulait exactement travailler, c'était pas très clair et ça nous a pris quand même pas mal de temps pour définir la question vraiment qui posait problème. Et je dois dire que le rapport de l'UNIL publié en 2022 nous a été extrêmement utile et vous allez voir que tout ce a écrit dans notre document, vous l'aviez, vous, déjà dans votre document. Donc, on s'est vraiment basé sur votre travail et finalement, on aboutit à un document qui est très proche du vôtre. Donc, nous, notre définition sur laquelle on s'est mis tous d'accord, c'est que c'est une intervention publique d'un chercheur ou d'un groupe de chercheurs avec plusieurs critères, donc, dont l'autorité est liée à sa position dans le champ scientifique, dont le contenu présente un aspect normatif, que ce soit une prise de position évaluative ou prescriptive, et ce qu'on a rajouté qui n'était pas forcément présent de façon si importante dans le rapport de l'UNIL, avec l'objectif de persuader les autres à agir, donc dans le but d'une action. Et donc, cette forme d'engagement, pour nous, posait plus de questions que les formes d'engagement telles que la communication de résultats scientifiques. Et notamment, on voulait clarifier un peu la position qu'on peut avoir en tant que scientifique quand on va s'exprimer dans l'espace public. Est-ce qu'on va s'exprimer en tant que scientifique, en tant qu'expert, ou bien en tant que citoyen ou en tant que militant? Comment aussi naviguer dans les concepts de neutralité, valeur, confiance, et aussi comment ne pas affecter la crédibilité du chercheur qui va s'impliquer, mais aussi de l'institution auquel il est associé. Comment aussi éviter un effet de naïveté ou une instrumentalisation du chercheur vis-à-vis d'autres forces qu'il ne peut pas forcément maîtriser? Comment aussi éviter d'entrer dans une technocratie où les décisions seraient prises par des techniciens ou personnel technique spécialisé? Comment aussi faire la part des choses entre l'intérêt général et les intérêts privés? Euh, euh, Comment interagir du mieux possible avec les médias, avec les politiques, d'où parler et quel plaidoyer avoir. Donc voilà, donc notre avis, en fait, on l'a écrit dans le but d'aider les chercheurs qui se posaient ce genre de questions, qui souhaitaient s'engager dans l'espace public, mais qui se limitaient par eux-mêmes et qui ne souhaitaient pas le faire, faute d'avoir des réponses à ces questions. Donc ici, en fait, je voudrais juste indiquer qu'une des missions du CNRS, donc, qui est écrite dans le décret de création du CNRS, c'est que euh, une des missions, c'est d'effectuer toute recherche présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès social, économique, social et culturel du pays. Donc on voit bien que ces recherches, elles ont un but, c'est vraiment d'avoir un effet sur la société. Donc ce but, on peut le voir de différentes façons. Donc ça peut être simplement de faire avancer la connaissance. Une étape d'après, ça va être de partager cette connaissance avec le grand public. Et l'étape encore après, contribuer au débat de société. Et la question qui nous a intéressés, c'est où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce que s'arrête l'engagement du chercheur dans l'espace public. Donc là, je voudrais juste parler de deux exemples où certaines personnes ont décidé de passer de la forme outreach, d'explication, à vraiment aller dans plutôt ce qu'on appellerait advocacy en anglais et vraiment donner son opinion. Donc par exemple, Sherwood Rowland, qui a été lauréat du prix Nobel en 95 et qui a travaillé sur les CFC et l'ozone, a dit pourquoi avoir développé une science suffisamment bonne pour faire des prédictions si, en fin de compte, tout ce que nous sommes prêts à faire, c'est de rester les bras croisés et d'attendre qu'elle se réalise. Une autre phrase tirée du livre The Nature of Nature de Henrik Sala, qui était biologiste et qui aujourd'hui travaille à National Geographic. Donc, dans son livre, il a écrit un jour, j'ai réalisé que tout ce que je faisais, c'était seulement écrire la nécrologie de la vie océanique.
J'avais l'impression que le médecin vous expliquait comment vous alliez mourir avec des détails atroces, mais sans vous proposer de remède. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter le monde universitaire et de consacrer ma vie à inverser la dégradation des océans. Ainsi, j'ai passé les 12 dernières années en tant qu'explorateur en résidence du National Geographic. Voilà, donc ces deux personnes ont fait le pas, mais qu'en est-il du personnel du CNRS? Donc un sondage a été réalisé par le CNRS en 2022. Donc ce sondage qui a interrogé des personnes employées par le CNRS qui a été effectué en 2022 a reçu les réponses de plus de 2000 personnes. Et la question était, quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre? Et la majorité des personnes qui ont répondu ont choisi les scientifiques peuvent communiquer dans le domaine de leur spécialité, mais ne doivent pas exprimer leurs opinions. Et une plus petite partie a répondu, les scientifiques sont des citoyens comme les autres, il est normal qu'ils expriment leurs opinions. Et vous voyez que les femmes ont eu des réponses légèrement différentes par rapport aux hommes. Donc on voit ici que dans le monde scientifique, certains scientifiques hésitent et ne souhaitent pas exprimer leurs opinions. Et donc on a décidé voilà, de s'interroger sur cette question. Et donc notre avis comporte trois messages principaux euh, dirigés vers le personnel de la recherche. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'engagement public et les normes attribuées à la recherche. Et je vais détailler par la suite ce premier point. Le deuxième, c'est que cet engagement public doit être compris comme une liberté individuelle, c'est-à-dire que chaque chercheur est libre de s'engager ou non, et de plus qu'il est libre de s'engager soit en tant que personne individuellement ou au sein d'un collectif. Donc, on explique que c'est souvent plus avantageux de s'engager au sein d'un collectif, mais que cela n'empêche pas aux chercheurs de s'engager de façon individuelle. Et le troisième point, c'est que cet engagement public sûr doit se faire dans le respect de devoirs. Et je vais aussi vous détailler ce qu'on a entendu ici par devoir. Une dernière partie dans notre avis concerne le rôle des institutions et nous, dans notre cas, le rôle du CNRS. Donc, nous avons considéré que le CNRS ne doit ni encourager ni condamner l'engagement public des chercheurs et chercheuses. Nous avons aussi demandé la rédaction d'un guide qui serait co-construit entre le CNRS et le personnel de la recherche. Et ce guide est en cours de construction. Et nous avons aussi indiqué qu'il était important que le CNRS protège la liberté d'expression et organise le débat scientifique. Donc, pour ce qui est de la crédibilité des scientifiques, ça va concerner surtout le message numéro 1 et numéro 3. Donc, je vais revenir sur ces deux points. Donc, en ce qui concerne le message 1, nous nous sommes beaucoup intéressés à cette question de neutralité, avec, comme il est bien mentionné dans le rapport de l'UNIL, que dans l'opinion du public, on va souvent penser que les scientifiques sont neutres et que du coup, leur opinion ou leur évaluation va être plus valide qu'une autre opinion d'une personne lambda. En fait, cette question de la neutralité, elle est assez épineuse et assez complexe. Et finalement, les recherches de ces dernières années en histoire des sciences et en sociologie des sciences montrent que, en fait, une recherche et un engagement public sans valeur n'existent pas, même si c'est quelque chose qui est ancré dans de nombreuses personnes, et qu'en fait, il est naïf de penser qu'un chercheur peut mettre entièrement de côté ses valeurs. Alors, par exemple, Claude Bernard avait écrit en 1865, quand il expliquait comment réaliser une expérience, qu'il faut constater les résultats de l'expérience avec un esprit dépouillé d'hypothèses et d'idées préconçues. Or, non, eh ben, c'est impossible, en fait, pour le chercheur de se débarrasser de toutes ces idées préconçues. Et par exemple, les travaux du sociologue Bruno Latour, mais aussi de Hélène Longino, montrent bien que tout le processus de recherche et d'accumulation des connaissances est un processus qui est socialement construit et qui se nourrit des valeurs qui existent dans la société. Un exemple plus concret que je peux vous donner, moi, en tant que biologiste, c'est un exemple qui a été analysé par la biologiste Anne Atlan dans l'île du Levant au sud de la France. Et dans ces îles, on a des problèmes avec des problèmes d'oiseaux présents dans ces îles dont les effectifs diminuent liés à la présence des chats. Et donc, la plupart des chercheurs disent que la cause vraiment de cette diminution de la biodiversité est liée aux oiseaux.
est lié au chat parce qu'il mange les oiseaux. Et en parallèle, on a les personnes du grand public qui considèrent qu'on ne doit pas éliminer simplement ces chats. Ce sont des chats qui vivent tout seuls dans la nature, ils sont en souffrance, ils manquent de nourriture, ils sont maltraités et en plus, ils peuvent quand même avoir des effets positifs sur l'écosystème puisqu'ils régulent les rats. Donc, même si dans certaines îles, ce qui a été préconisé, c'est d'éliminer tous les rats et tous les chats, excusez-moi, et de les ramener sur le continent et d'éviter qu'il y ait des chats sur ces îles. Au niveau de l'île du Levant, finalement, ce qui a été fait, c'est de capturer les chats, les stériliser, et ensuite, ils ont été nourris par des associations appartenant à l'école du chat libre, par des personnes qui laissaient de la nourriture. Et finalement, ça a permis d'obtenir une population stable contient environ 250 chats. Et aujourd'hui, la population de rats est contrôlée par ces chats et la biodiversité des oiseaux est maintenue. Donc finalement, ici, la solution qui a été trouvée était intermédiaire entre la solution préconisée par les chercheurs et la solution qui était plutôt choisie par le grand public. Et en fait, en comparant ces différentes positions, on voit qu'ici, on a un conflit de valeurs. Parce que pour les chercheurs, on avait plutôt une valeur que Catherine Larère a appelée l'écocentrisme, où la valeur intrinsèque est accordée non pas à des êtres séparés, mais aux écosystèmes, alors que le grand public a plutôt tendance à être biocentriste, à accorder une valeur intrinsèque à tout être vivant et voilà, et à considérer que tous les êtres vivants sont égaux. Donc en identifiant ces valeurs, on peut trouver où se posent des questions de conflit de valeurs et essayer de voir comment les résoudre. Donc cette science qui se fait aujourd'hui, donc elle s'inscrit dans un contexte social, elle se nourrit de valeurs multiples. Et ce que nous préconisons dans notre avis, c'est que plutôt que de cacher ces valeurs, que les chercheurs doivent travailler et identifier ces valeurs et les expliciter euh, lorsqu'ils s'engagent dans l'espace public. En tant que scientifique, ce qui est vraiment important, c'est de respecter l'exigence de l'intégrité et de la rigueur qui est à la base de la démarche scientifique. Et ceci permet d'obtenir des résultats qui sont robustes et fiables. Donc, ce qui est important en recherche, c'est cette fiabilité, cette robustesse, en parallèle de la pertinence des sujets qui sont abordés et étudiés en recherche. Donc, on a vraiment ces deux aspects, fiabilité et pertinence des résultats, qui sont très importants. Dans les textes disponibles de loi sur la recherche, on a trouvé plusieurs fois le mot neutralité. Et dans ces différents textes, la neutralité est ici considérée comme la neutralité du fonctionnaire en tant que neutralité fonctionnelle importante au moment des phases de recrutement ou d'évaluation. Donc ce n'est pas du tout la neutralité dans le sens absence de valeur. C'est vraiment voilà, une neutralité qui concerne voilà, le recrutement ou l'évaluation des projets. Un autre aspect qui nous a intéressés, c'est de voir quelle est la frontière entre science et politique. Parce qu'on peut penser que les scientifiques qui s'engagent vont du coup sortir de leur domaine et aller vers la politique. En fait, il y a toujours une séparation entre expertise et décision politique. Cette séparation a ses justifications et ses vertus. Et la décision finale, de toute façon, ne sera pas prise par les chercheurs. Donc, même si un chercheur s'engage publiquement, ce n'est pas à lui que revient la décision finale au niveau de l'action. Et en pratique, la frontière entre la science et la politique est peu étanche et la production de savoir intéresse directement la cité, donc elle est forcément politique. Et donc cette autonomie du politique n'est pas remise en cause quand un chercheur s'engage dans l'espace public. Donc, en ce qui concerne les normes juridiques et déontologiques applicables à la recherche, elles ne sont pas violées dans le cadre de ces engagements publics des chercheurs. Le chercheur est tenu par les limites de droit commun à la liberté d'expression et la liberté d'expression du chercheur lui garantit une grande liberté de parole et en pratique, sa liberté est peu restreinte par les règles juridiques et déontologiques. Et dans le cas particulier de la désobéissance civile, nous préconisons une approche au cas par cas et comme dans le rapport de l'UNIL, nous expliquons que ce ne sont pas aux instances scientifiques de juger, mais aux instances juridiques et aux instances de justice et de police. Donc, si on reprend différents questionnaires qui ont été faits dans le grand public sur la confiance vis-à-vis des chercheurs et vis-à-vis du personnel de la recherche,
Donc, par exemple, ce sondage qui avait été fait en 2020 en France auprès de 3000 personnes, dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes suivantes pour dire la vérité sur le coronavirus? Vous voyez que la première catégorie qui ressort, ce sont les médecins, puis ensuite les universitaires, et plus loin, on voit les scientifiques de l'industrie qui sont un peu plus loin, et ensuite journalisticiens et leaders politiques. Un autre sondage effectué au même moment avec une question très semblable redonne exactement le même classification. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi la question des proches et entourage. Et vous voyez que les proches et entourage, donc les personnes ont confiance, mais ont une confiance finalement moins élevée que vis-à-vis des institutions publiques de santé ou des chercheurs et des scientifiques. Donc cette confiance, elle est extrêmement importante et elle dépasse la confiance que les personnes lambda peuvent avoir vis-à-vis de leurs proches ou leur entourage. Donc, sur quoi est basée cette confiance? En fait, cette confiance, elle est basée sur le fait qu'il y a de nombreux devoirs et de nombreuses façons de faire dont le chercheur doit tenir compte au moment de son engagement public. Donc, cet engagement doit être situé, intègre et scientifiquement rigoureux. Donc, un chercheur qui s'engage doit prendre conscience de la responsabilité qu'importe ce choix de s'engager, car il y a des risques pour la réputation académique, pour l'image de l'institution, de la recherche, pour voilà, la crédibilité de la science en général. Et donc, pour éviter les dérapages, il est important de respecter des bonnes pratiques. Tout d'abord, préciser d'où l'on parle, expliciter ses valeurs, expliciter ses liens d'intérêt et mettre son discours en perspective, et s'engager avec intégrité et rigueur, avec voilà, des connaissances robustes, une intégrité scientifique, une rigueur de la démarche scientifique. Donc ces exigences ne visent pas à brider l'engagement des chercheurs. Voilà. Il est aussi possible de s'engager sans avoir des preuves scientifiques complètes, mais dans ce cas, il faut le dire. Nous avons aussi considéré qu'il était possible de s'exprimer en dehors de son domaine d'expertise, mais dans ce cas, il faut le dire et il faut aussi travailler, faire ses devoirs et connaître le sujet. Toute intervention publique demande une réflexion préalable et il est important d'en prendre conscience. Et ces normes éthiques proposées sont parfois difficiles à appliquer, notamment si on pense par exemple à quelqu'un qui va intervenir à la télé avec un temps très court, mais elles doivent être vues comme un objectif vers lequel il faut tendre. Donc voilà pour les messages principaux de notre rapport. Et donc sur le point de la crédibilité, en fait, je voudrais rajouter quelques réflexions personnelles, mais qui ne font pas partie de notre rapport. Donc, comme je vous l'ai dit, notre rapport, il était vraiment à destination du personnel de la recherche. Il a été lu par les personnels du CNRS, mais aussi par les autres chercheurs et enseignants-chercheurs en France. Et donc personnellement, donc cette crédibilité des scientifiques, on peut, même si elle est déjà très bonne, on peut essayer de réfléchir à comment l'améliorer. Et bah, pour moi, cette crédibilité, en fait, c'est une relation entre les scientifiques et les non-scientifiques. Donc on peut imaginer améliorer les choses du côté des scientifiques, mais aussi du côté des non-scientifiques. Donc du côté des scientifiques, comme je viens de le dire, donc il y a des devoirs pour les scientifiques qui s'engagent qui doivent être respectés. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir un travail de fond plus approfondi sur ce que sont les valeurs qui sous-tendent chaque personne et de garder une transparence importante. Et d'autres points qui me semblent importants, c'est d'avoir une grande tolérance vis-à-vis d'autres opinions ou d'autres façons de voir le monde. Et les scientifiques devraient aussi avoir une tolérance plus grande. On demande souvent aux non-scientifiques de devenir plus scientifiques, mais les scientifiques devraient aussi, je pense, donc ça c'est vraiment mon opinion personnelle, avoir une tolérance plus grande vis-à-vis d'autres façons de penser. Et ce qui me semble aussi important, c'est qu'il faut absolument maintenir des financements publics parce qu'on voit à travers différents sondages que les chercheurs qui sont financés par le privé ont une crédibilité moins grande aux yeux du grand public. Et du point de vue des non-scientifiques, il est important, bien sûr, et ça a été indiqué depuis longtemps, bah, de mieux éduquer, mieux former à la méthode scientifique, à distinguer ce que sont les valeurs et ce qui me semble aussi important, c'est de distinguer la crédibilité de la science de la crédibilité des scientifiques. Et la science, c'est vraiment l'ensemble des scientifiques, l'ensemble de la communauté scientifique, même si on peut avoir certains chercheurs ou certains scientifiques qui peuvent décrédibiliser
sur quelques sujets, mais ça ne devrait pas décrédibiliser la science dans son ensemble. Et un dernier point, c'est qu'il faudrait avoir plus de passerelles entre sciences et politique et entre sciences et société avec des personnes de l'un des domaines qui vont plutôt s'orienter vers l'autre domaine. Et pour finir, donc, ce livre Naomi Oreskes, personnellement, m'a beaucoup influencé, Why Trust Science, et dans lequel elle explique que voilà, il faut vraiment distinguer la science des scientifiques. Et un scientifique pris individuellement peut être pris dans ses valeurs, pris dans sa façon de penser. Et le point fort de la science, c'est vraiment de confronter tous ces points de vue, toutes ces façons de raisonner pour arriver à une meilleure compréhension du monde. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et désolé pour le contretemps. Merci beaucoup Virginie pour Merci. cette retransmission de la vie. On a quelques minutes pour deux, trois questions. Moi, j'avais peut-être une première question préalable, c'était cet avis du COMETS. Comment est-ce qu'il a été reçu, notamment par le CNRS lui-même? Quelle est bon, il est encore récent, mais quelle est sa postérité? Est-ce que ces principes que vous posez vont être repris au niveau de la direction du CNRS, par exemple? Oui, bah, il a été bien reçu hein, par le CNRS et par les autres instances de recherche en France, l'INSERM, l'INRAE, le CIRAD, etc. Et donc en ce moment, bah, le CNRS vraiment travaille sur la rédaction d'un guide pour mieux encadrer enfin mieux aider les chercheurs qui voudraient s'engager dans l'espace public. Et donc ce guide, il est en cours de rédaction, il devrait être finalisé d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine. Et donc notre avis, voilà, c'est un document à un moment donné et peut-être qu'on le mettra à jour aussi dans le futur. En tout cas, il a été très bien reçu par l'ensemble de la communauté scientifique en France et on a reçu beaucoup de mots, je dirais, de scientifiques aussi individuellement qui, avant cet avis, hésitaient à s'engager ou s'engageaient, mais sans savoir s'ils avaient l'accord de leurs instances. Et maintenant, ils disent qu'ils se basent sur cet avis pour montrer que oui, effectivement, un chercheur peut s'engager, qu'il n'y a pas de problème associé à cet engagement. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on a une première question là-bas, Blaise, s'il te plaît. Oui, je vous remercie pour votre présentation. J'ai juste été étonné, compte tenu qu'il est nécessaire de communiquer les résultats de la science, je suis surpris de cette assertion de dire ni encourager ni condamner. Je comprends qu'on dise ne pas forcer, mais je suis étonné qu'on dise ne pas encourager. Oui, oui, bah, c'est vrai que ça se discute. Et c'est vrai que nous, au CNRS, on a un institut bah, de recherche fondamentale, alors que d'autres instituts de recherche en France sont plus sur le côté appliqué. Ça va être par exemple le médical ou en agronomie. Et eux n'ont pas la même position que nous. Donc là, on voit bien qu'on a une différence en fait entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Mais c'est vrai que nous, sur ce point-là, au sein du comité d'éthique du CNRS, on était plutôt d'accord pour vraiment ne pas encourager non plus. Ok, merci. D'autres questions? Oui, on a une question là-bas. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question est par rapport au fait que là, dans votre étude, vous regardez beaucoup les chercheurs et les chercheuses qui vont aller dans l'espace public, sous-entendu, il me semble en filigrane, un peu l'espace médiatique, et que ça laisse les chercheurs et les chercheuses qui sont dans l'espace public, mais via les cours d'université. Donc, par exemple, dans une école de management, et qui vont aussi avoir un impact politique et social. Pourquoi ne pas avoir inclus aussi ce type de dimension-là, et notamment questionner la prétendue valeur neutre, non engagée de profs qui vont faire l'apologie de l'économie néoclassique ou d'autres choses comme ça. Oui, oui. Bah, en fait, comme je vous l'ai dit, on a passé beaucoup de temps à définir le sujet exactement, à cadrer notre sujet et à voir ce sur quoi on allait travailler. Et finalement, on s'est dit voilà, qu'on allait prendre cette définition de l'engagement parce que c'était bah, un sujet bah, qui nous semblait assez bien délimité pour qu'on puisse le couvrir totalement et un sujet qu'on connaissait bien.
Mais ça ne veut pas dire que certaines des conclusions auxquelles on a abouti ne s'appliquent pas aussi à d'autres formes d'engagement. Donc, en fait, c'était voilà, pour circonscrire quand même le sujet et qu'on puisse quand même arriver à des conclusions. Et personnellement, pour moi, cet avis, il m'est utile aussi, juste dans le cas de la communication de résultats scientifiques. Je pense que voilà, les affirmations qui sont dans ce document sont également utiles pour cette forme d'engagement, même si elle n'est pas incluse dans notre définition. Donc, je pense que c'est la même chose aussi pour ce qui concerne voilà, les cours qui sont donnés dans certaines écoles. Question suivante. Oui, il y en a une là-bas. Bonjour, Clara Zemp, Université de Neuchâtel. Vous avez mentionné un peu une obligation de réserve, de prendre en considération les différents points de vue et voilà, considérer les différentes positions. Mais face à des personnes qui sont dans le déni de la science ou déni des faits scientifiques, comment est-ce qu'on peut se positionner en gardant voilà, notre crédibilité, mais face à des gens qui sont vraiment bornés, entre guillemets, enfin, qui ne rentrent pas dans le dialogue? Oui, oui, c'est difficile. Donc, moi, personnellement, enfin, je l'ai vécu avec Adios Corona, avec des personnes voilà, qui voulaient rien savoir ou autre. C'est difficile aussi d'avoir un mode d'emploi qui va marcher pour tout le monde. Donc, je pense que ça va dépendre un peu des personnes. Mais ce que je dirais, c'est vraiment de plutôt questionner la personne, d'essayer de comprendre comment elle en est arrivée là, pourquoi elle dénigre autant la science, pour essayer de la faire repartir sur une meilleure vision, disons, et ouais, d'essayer au mieux d'engager le dialogue finalement, mais de pas partir de l'idée que nous, on a raison et et cette personne a tort, en fait, de plutôt comprendre, parce que elle, c'est sa façon d'être, sa façon de penser, donc il y a des raisons derrière et d'essayer plus de les comprendre, peut-être. Mais bon, c'est peut-être pas possible, hein, dans certains cas, je suis pas sûre. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question? Si ce n'est pas le cas, je ne résiste pas à la tentation de faire encore un tout petit complément à ma première question de tout à l'heure. Vu que votre avis et votre positionnement a été assez bien reçu par la communauté scientifique, est-ce que vous diriez que vos autorités de tutelle politique partagent votre vision des choses à ce niveau-là, le ministère de l'Éducation ou, Ouais, je ou sais je ne pas sais du qui tout. d'autre? Vous ne savez pas. Il n'y a, Non, il y a non, pas, il y a pas eu non, donc de non, prise de mm, position, de déclaration suite à la publication de votre avis à ce niveau-là. non, 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 D'accord. non. Mm, On cherche aussi aujourd'hui, pour ça que je pose la question, à mieux comprendre dans le mm. domaine politique, hein, dans le monde politique, comment les choses sont perçues de ce côté-là. Mhm. Oui, oui, je pense que c'est vraiment un grand sujet et ce serait vraiment bien, oui, de mieux voir comment renforcer ce lien, enfin, cette discussion voilà, entre science et politique. Oui, je pense que c'est extrêmement important. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution. Et puis Merci à vous. on continue le dialogue. Oui, merci beaucoup. Mm.